Ok, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, troisième et dernière vidéo sur le Fujifilm X100V. On va parler aujourd'hui de comment j'ai paramétré mon boîtier, quelle personnalisation j'ai choisi pour les boutons, comment j'ai paramétré les différents menus. Bref, on va prendre le temps aujourd'hui de rentrer à l'intérieur de ce X100V pour vous montrer un petit peu comment est-ce que j'ai choisi de le paramétrer. Alors comme pour les accessoires, je vais avoir le même discours, c'est pas parce que je vous montre comment j'ai personnalisé mon boîtier que c'est forcément la seule façon de le faire et la meilleure façon de le faire. La personnalisation que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est celle qui me correspond là maintenant, mais si ça se trouve, dans les commentaires de cette vidéo, certaines personnes vont me faire découvrir d'autres options sur lesquelles je suis complètement passé à côté. Ça pourrait arriver, j'en serais même très heureux, parce que du coup, je pourrais découvrir également de nouvelles choses. Donc si jamais tu es intéressé par ce X100V, si jamais tu es possesseur du X100V, je t'invite grandement à regarder cette vidéo et pourquoi pas à prendre ton boîtier en main, de façon à pouvoir regarder en même temps que moi les différents menus, les différentes options de personnalisation, mais garde bien à l'esprit que ce n'est pas parce que moi je t'en parle que c'est forcément la meilleure chose à faire. C'est juste mon avis et mon utilisation. Si ça te correspond, tant mieux. Si ça te correspond pas, eh bien, tant pis. Bref, on y va? J'ai déjà fait 2 vidéos sur ce X100V, une première pour parler un petit peu de ce boîtier que j'aime énormément, je pense que tu l'auras compris. Deuxièmement, une vidéo sur les accessoires que j'utilise sur ce X100V, 5 accessoires que je te conseille. Les 2 vidéos sont en description de cette vidéo-ci, sont dans la description, je t'invite à aller la voir si jamais le sujet t'intéresse. Bon, commençons un petit peu, premièrement, par les différents boutons personnalisables de ce X100V. Alors, on va lancer l'enregistrement ici. Bon, ce X100V, j'utilise de manière presque automatique, dans le sens où je ne vais pas choisir énormément d'options. Plus il est simple, plus il est minimaliste, mieux il va me correspondre. Au niveau de l'ouverture, je reste très souvent à F2. Donc, de toute façon, l'ouverture va se gérer ici sur la bague de diaphragme, je ne vais pas le gérer autrement. Mais généralement, je vais l'utiliser à F2, voire à F2.8. Au niveau de la vitesse, je vais rester sur un barillet qui est très simple pour 2 raisons. La première, c'est que je ne vais pas trop y penser. Et la deuxième, c'est qu'il est un petit peu bloqué par le repose-pouce que je vous présentais dans la dernière vidéo. Donc je vais rester sur une vitesse de 1/125e, mais grâce à la molette arrière, je vais pouvoir affiner la vitesse en montant jusqu'à 1/200e ou en descendant jusqu'à 1/80e, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, Groot va d'ailleurs me servir un petit peu de modèle, s'il veut bien. Donc effectivement, la vitesse est assez calée. Ici, je suis entre 1/80e et 1/200e. Il faut savoir que ça correspond au type de photo que je vais faire, que je vais réaliser avec ce X100V. C'est un boîtier que je vais utiliser pour la photo de tous les jours, donc généralement de la photo en intérieur. Donc je vais avoir besoin de vitesse assez basse, mais pas trop pour pouvoir quand même figer le mouvement. Et entre nous, je vais préférer jouer un petit peu avec la montée en ISO, si jamais j'ai besoin de plus de lumière, de façon à avoir un petit rendu un peu granuleux que j'aime beaucoup avec ce X100V. Je trouve que le grain est vraiment très très beau. Enfin, le bruit est vraiment très très beau. Donc, molette arrière, quand je clique, il ne se passe rien pour éviter les fausses manipulations. J'ai pas besoin du clic de la molette arrière, ni de la molette avant entre nous. Et la molette arrière va vraiment servir à affiner la vitesse que je vais choisir par le barillet. Si jamais j'ai vraiment besoin, si je suis en extérieur, d'avoir une vitesse plus haute, bah oui, je vais prendre le temps de passer, je sais pas moi, à 1/500e, et dans ce cas-là, avec la molette arrière, je vais pouvoir passer de 1/320e à 1/800e. J'ai une marge en fait avec la molette arrière, c'est à ça qu'elle me sert. Mais en général, je reste sur 1/125e. Vous l'aurez compris, la molette avant, quant à elle, va gérer les ISO. Comment j'ai fait ça? Tout simplement en me mettant sur le barillet des ISO, sur la position C, la position custom, parce qu'en fait, là de nouveau avec le repose-pouce, le barillet des ISO m'est inaccessible. Et ça ne me dérange pas, parce que du coup, j'ai pris le choix de gérer les ISO avec la molette avant. Je peux donc descendre de 80 jusqu'à, en général, 6004, c'est là où je vais vraiment m'arrêter. Et pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, je vais pouvoir maintenant prendre des photos à une main. Je ne vais pas bouger à l'ouverture, je vais juste bouger à la vitesse. Et encore, la vitesse c'est vraiment juste de l'affinage. Et juste avec l'index, je vais pouvoir gérer les ISO ici devant. Et déclencher quand même, ça peut être utile pour prendre une photo. Et donc, à une seule main, je vais pouvoir tout simplement prendre des photos très facilement, très rapidement. De nouveau, c'est mon utilisation. Si tu as des petites mains, c'est de toute façon un peu plus compliqué de faire ça. J'ai des grandes paluches. Bref. Donc ça, c'était pour le triangle ouverture, vitesse, ISO. J'ai pas énormément d'autres choses personnalisées sur ce boîtier. Ici devant, la petite molette pour changer le viseur, lorsque je le maintiens, je vais activer le filtre ND. Donc de nouveau, moi qui aime bien shooter à grande ouverture, et des fois avec des ISO un peu hauts, ou des fois avec des vitesses un peu basses, vu que je suis calé avec 1/125e, je vais préférer utiliser un filtre ND.
celui qui est intégré dans le boîtier en plus, de façon à pouvoir assombrir l'image et pouvoir rester sur un 125e. Et donc au niveau manipulation, c'est plus simple pour moi d'avoir accès avec mon index ici et d'activer le filtre ND que de devoir ensuite à deux mains aller changer le barillet des vitesses parce qu'il est calé avec le repose-pouce. J'insiste vraiment sur le fait que c'est mon choix et qui ne correspondra pas à tout le monde, mais c'est la façon dont je fonctionne. Derrière, donc bouton Drive tout simplement pour choisir le mode de prise de vue. En général, je suis sur la cadence L à 3 images par seconde, donc c'est une rafale basse. S'il y avait eu du 2 images par seconde, j'aurais pris du 2 images par seconde, mais j'aime bien cette rafale très très basse qui me permet tout simplement de prendre plusieurs photos. Comme je vous l'ai dit, je prends souvent des gens, de la famille, des amis en photo avec ce X100V, et donc prendre des personnes en photo, c'est prendre le risque qu'ils ferment les yeux sur la photo, et donc il sait qu'une rafale basse, ça va me permettre de prendre une rafale de 1 ou 2 secondes, donc de prendre 3 ou 6 photos de la même personne. Et si sur 6 photos il ferme les yeux, c'est qu'il dort, quoi. Au bout d'un moment, il le cherche un peu, quoi. Bon, au niveau du menu rapide, le bouton Q qui est sur la tranche droite du boîtier, vous allez le voir ici, il est vraiment personnalisé de façon très 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 minimaliste. J'ai même hésité à mettre 4 options et non pas 6. Et ici, sur les 6 options, en fait, il n'y en a vraiment que 3 que je vais utiliser énormément. La première, tout en bas à gauche, et de nouveau, si je la mets tout en bas à gauche, c'est parce qu'avec mon pouce, c'est quand même plus simple pour moi d'aller choisir en bas et à gauche. De nouveau, le fait de l'utilisation à une main a beaucoup d'importance pour moi. En bas à gauche, on va retrouver le retardateur. C'est un boîtier que je vais utiliser beaucoup dans ma pratique également pour les miniatures YouTube. Et vu que les miniatures fonctionnent beaucoup mieux quand j'ai ma tronche dessus, je dois me mettre dessus et donc utiliser le retardateur. Ensuite, la détection de visage et des yeux, ça dépend vraiment ce que je prends en photo. S'il y a de l'humain dedans, oui, je mets la détection de visage et des yeux qui fonctionne, je trouve, très très bien. Fatalement, s'il n'y en a pas, je vais le désactiver. Ou si jamais elle foire, je vais le désactiver. Ou si jamais il y a beaucoup de personnes et que c'est jamais la bonne personne que le boîtier choisit, je vais le désactiver. Enfin bref, vous l'avez compris, je change assez souvent. Réglage fonction du flash, ça m'arrive de plus en plus de l'utiliser. J'aime bien avoir un style de couleur et un style d'image qui va tendre vers un truc un peu vintage, d'où le fait que j'ai mis un filtre de diffusion, d'où les différentes recettes de simulation de film que je vais utiliser, et donc le fait d'avoir un flash direct, un petit peu comme on avait sur nos appareils jetables, les Kodak qu'on avait il y a perpète les bains maintenant, le fait d'avoir ce flash un petit peu dans la tronche rajoute un effet un peu vintage. J'essaye de l'utiliser, mais pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis pas du tout un amoureux du flash, donc c'est compliqué pour moi. À droite, on va trouver la luminosité de l'écran arrière, luminosité LCD, qui est très souvent à fond, comme sur tous mes boîtiers. Je trouve que ça ne bouffe pas trop l'autonomie de la batterie, et ça permet d'avoir un certain confort, en tout cas dans la lecture des images. Puis au-dessus, on va trouver la balance des blancs, la plage dynamique, le mode autofocus et les différentes bases de recettes de simulation de film. Il faut savoir que ces 4 options-là, je n'y touche quasiment jamais. Presque jamais en tout cas. Tiens, je vous parlais maintenant des recettes de simulation de film. Je les ai mises sur le bouton à droite du déclencheur. On a un petit bouton qui va me permettre d'avoir accès aux différentes recettes de simulation de film. Le X100V nous permet d'enregistrer 7 recettes de simulation de film, 7 réglages perso. J'ai choisi d'en avoir 5 en couleur et 2 en noir et blanc. Un noir et blanc plus contrasté et un peu moins contrasté fatalement. Donc ici le Black and White Sepia et le Ilford HP5. Hop, je vais mettre un peu plus d'ISO quand même, parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. Voilà, donc on voit ici un peu les différentes recettes. Il n'y a pas énormément de choses à dire, c'est vraiment une question de goût. Je vais vous montrer juste après comment enregistrer une recette, et puis je vous mettrai les 7 recettes que j'ai choisi d'utiliser, que j'ai pris sur l'application ou sur le site internet Fuji X Weekly, qui est une mine d'or pour trouver ces recettes de simulation de film, qui sont en fait un peu comme les... Comment ils appellent ça, je ne sais plus. Un peu comme les simulations de films, justement, que nous propose Fujifilm, mais pour moi, ça va encore un peu plus loin, et c'est un peu plus beau. De nouveau, c'est une question de goût. 2-3 dernières options également sur le boîtier. Donc, la bague de mise au point, je ne l'ai laissée qu'en mise au point, en fait. Je n'ai pas rajouté d'option dessus. Je n'ai pas rajouté une option sur le clic des molettes avant et arrière. Par contre, sur le bouton, ici devant, où là, on parlait tout à l'heure du filtre ND, le petit loquet qui va servir de viseur, il y a également un bouton au milieu, et ce bouton là il va me permettre d'afficher l'horizon, de façon à avoir des photos presque droites. Des fois l'horizon ment un petit peu, ou on se base sur des choses qui sont pas bonnes, mais soit c'est avec ce bouton là que je vais afficher l'horizon. Et de manière générale en fait sur tous mes boîtiers, je vais essayer d'afficher l'horizon à l'index, une fois que l'index est à plat, je vais dire, pas levé pour déclencher, mais à être à plat devant, un peu comme sur la gâchette d'une arme, si je peux dire. Même si en soi j'ai jamais tiré, mais soit. C'est vraiment à chaque fois au même endroit que je vais afficher l'horizon. C'est un réflexe d'avoir ça, et je m'en base, je m'y fie en tout cas assez souvent. Bon, rentrons maintenant
dans les menus du boîtier. Alors on va pas faire toutes les options parce qu'il y en a dont je ne connais pas en fait l'utilité, je vais être très clair avec vous. Et puis au bout d'un moment, sinon la vidéo va durer 2 heures, quoi. Alors, premier menu, première page, on parle ici de configuration de qualité d'image. Configuration de qualité d'image, ça va me servir pour moi à choisir les différentes recettes de simulation de film. Une fois que les recettes sont sélectionnées et enregistrées, ce que je vais vous montrer juste après, je ne retourne plus dans configuration qualité d'image parce que je vais me baser à chaque fois sur les préenregistrements. Alors pour en enregistrer une, on va donc dans configuration qualité d'image et on va en troisième page sur modifier, enregistrer, réglage perso. On va choisir un des 7 réglages. Il faut savoir que moi, à chaque fois, je leur donne le nom de la recette que me propose Fuji X Weekly, comme ça je peux les retrouver facilement. On va prendre le premier, donc Vision 500T. Pardon. Si je veux changer les réglages ou enregistrer une recette de simulation de film, je vais choisir donc un des 7 emplacements, appuyer sur Modifier, et ensuite rentrer les ingrédients de la recette que je vais vous afficher par après. Ici, pour Vision 500T, eh bien, tout simplement, je vais me baser sur la simulation de film classique Chrome. L'effet du grain, il est en dureté fort et taille grande, donc on va avoir un grain qui est assez présent. Couleur effet Chrome, couleur Chrome FX bleu en fort également, de façon à donner une certaine teinte à l'image. Balance des blancs, il est en 3200, mais il est un peu modifié. Une fois qu'on accepte le 3200, qu'on appuie sur OK avec le joystick, on peut voir ici encore un léger graphique qui va me permettre, et si j'affiche là vous le verrez mieux, qui va me permettre d'ajouter une teinte en fait à la balance des blancs. Ici donc en rouge je vais être à -1, donc à gauche du graphique, et en bleu je vais être à 4, donc sur la partie supérieure du graphique, ce qui va me donner une teinte supplémentaire. Plage dynamique en général, ça dépend des recettes de simulation de film, mais ici il reste en automatique. Priorité plage dynamique non, courbe de tonalité on va faire une légère courbe en -2 en haute lumière et en -1 en ombre. De toute façon, on va faire une légère courbe en S pour rajouter un peu de contraste. Couleur, on va désaturer de 1. Détail, on va enlever 1 également. Réduction du bruit également. Netteté, vous êtes très nombreux, quel que soit l'appareil Fujifilm, à ajouter ou à enlever de la netteté. Il faut savoir que lorsqu'on bouge ce paramètre, donc on le met en plus ou en moins quelque chose, à chaque photo, il va marquer un temps d'enregistrement. C'est pour ça que moi je le laisse toujours sur 0, même si la recette de simulation de film me propose de mettre +1, -1, +2, -2, je laisse à chaque fois sur 0, car sinon, entre chaque image, il y a un léger temps d'enregistrement. Et ce léger temps me fait perdre à chaque fois du temps, et donc m'ennuie, parce que j'aime bien déclencher à la suite. Donc, à chaque fois, je le laisse sur 0. Hop. Et puis voilà, pour le reste, en général, on s'arrête là pour la recette de simulation de film. Quand tu veux l'enregistrer, tu appuies tout simplement sur Back, OK pour le sauvegarder, et si tu veux changer le nom, tout simplement modifier nom personnalisé, et ensuite tu rentres le nom que tu veux. Moi je le répète à chaque fois, ce sont les noms que j'ai choisis, ce sont les noms que j'ai trouvés et que j'ai repris du site ou de l'application Fuji X Weekly. Je vous laisse ici les 7 recettes de simulation de film et je vous les indique à l'écran pendant quelques secondes. Si vous souhaitez les utiliser, n'hésitez pas à mettre pause à la vidéo ou tout simplement à faire un print screen si vous êtes sur votre téléphone, de façon à pouvoir ensuite calmement les intégrer à votre boîtier. Je les affiche ici pendant quelques secondes et on se retrouve pour la suite. Ok, on passe maintenant en deuxième page, en deuxième menu, configuration autofocus, manuel focus. Dans la zone de mise au point, je vais la choisir avec le joystick, je vais vous montrer ça juste après, parce que j'ai choisi le mode d'autofocus point unique. Point unique, ça me permet de choisir un point à la fois, le point qui est ici sélectionné par le carré, et je vais pouvoir le choisir, le modifier grâce au joystick qui est présent sur le boîtier. Si jamais je veux l'agrandir, il me suffit d'appuyer une fois sur le joystick, et ensuite avec la roulette arrière de l'agrandir, ou au contraire de le rétrécir. En général, je garde la deuxième taille, pas la toute petite, mais celle juste après. Et ça me permet tout simplement d'être assez précis par rapport à la manière dont je prends des photos. Réglage personnalisé autofocus. Alors il faut savoir que Fujifilm nous propose 5 modes pré-enregistrés, donc multifonction, ignorer, etc. Et en fait, au tout début, dès que j'ai eu le boîtier en main, j'ai voulu faire mon propre mode, qui est ce dernier-ci, donc sensibilité du suivi 2, vitesse sensibilité du suivi 0, changement de zone automatique.
Et je me suis rendu compte en préparant cette vidéo que ce qui me plaisait le plus, c'était donc ce mode-là, et c'est le même que le premier que nous propose Fujifilm, le réglage multifonction. Donc voilà, je trouve que par rapport à ce que je fais, la vitesse de sensibilité du suivi doit pas être très très haute, parce que sinon je trouve que le focus est très nerveux et des fois décroche assez rapidement, et en même temps la sensibilité du suivi est assez haute, c'est la moyenne en fait, et donc ça va permettre de bien suivre le sujet que j'ai mis en focus. Et donc en fait, le premier réglage me correspond totalement. Stockage, mode autofocus par orientation. Là, j'ai mis zone de mise au point seule. Alors, qu'est-ce que ça fait que ce truc-là? Il faut savoir que, et là, je reprends l'exemple de Groot, juste ici, voilà. Lorsque je vais choisir où placer mon cadre de mise au point, lorsque je suis donc ici en paysage, tout simplement avec l'appareil à l'horizontale, je vais le mettre ici sur la ligne des tiers supérieure. Donc vous voyez où est le cadre. Lorsque je vais me mettre en portrait, je peux changer complètement ma mise au point et mettre le cadre ici à droite. Donc vous voyez ici qu'il n'est pas du tout au même endroit que lorsque j'étais en paysage. Et si je me remets en paysage, il va garder l'enregistrement que j'ai fait par avant. Donc ici en fait cette option-là, donc stockage autofocus par orientation, ça me permet de garder la zone de mise au point scindé en fonction de si je tiens mon appareil en mode paysage ou en mode portrait, donc en horizontal ou en vertical. Je remonte ici une dernière fois. Donc ici, je suis sur le règle des tiers supérieur gauche, lorsque je suis en paysage, et lorsque je passe en portrait, il reprend l'orientation de tout à l'heure, soit ici, la règle des tiers supérieure droite. Voilà. Vous voyez bien la différence. Bien, cette option-là, elle est possible parce que j'ai choisi la mise au point seule. L'affichage de points d'autofocus, je l'ai mis en off parce que ça va rajouter encore une information en fait sur l'écran. Et je vous l'ai dit, je pense tout à l'heure, moins il y a d'informations sur l'écran, mieux je me porte, parce que ça fait moins de choses à gérer, moins de choses à réfléchir. Et je suis un peu bête, des fois quand je prends des photos, je sais gérer une chose à la fois, donc plus tu m'en mets, plus je suis perdu. Nombre de points focus, 117, tout simplement parce qu'en fait c'était de base, et j'ai jamais eu le besoin d'avoir plus de points de focus. Donc voilà, je suis resté là. Pré-AF, donc le pré-autofocus, ce qui permet à l'appareil, sans que tu appuies sur le déclencheur ou sur la touche d'autofocus à l'arrière, de faire la mise au point sans arrêt. Ça permet de gagner du temps, parce que du coup la mise au point est déjà pré-effectuée avant même que tu appuies sur le déclencheur, mais ça bouffe de la batterie. Et je trouve que ça en bouffe quand même pas mal. Faut savoir que l'autonomie de la batterie du X100V est pas mauvaise, mais elle n'est pas non plus faramineuse. Donc si je peux garder un peu de batterie, si je peux éviter d'en gaspiller, je préfère, d'où le fait que j'ai désactivé ce pré-autofocus. Le témoin autofocus, c'est tout simplement la couleur, de mémoire il me semble que c'est vert, que va prendre le carré une fois que tu as effectué la mise au point. L'appareil va te confirmer que c'est bien mis au point. Ça je le mets tout simplement par habitude. Et puis quand je passe mon boîtier à quelqu'un d'autre, c'est facile de lui dire, voilà, une fois que le carré est vert, tu peux appuyer sur le déclencheur, parce que la mise au point est réussie. Réglage de détection visage et des yeux, ça je vous en ai parlé tout à l'heure avec le menu Q, le menu rapide qui est à l'arrière du boîtier. Je l'active ou désactive en fonction du sujet que je vais choisir. AF plus MF, j'ai toujours mis en non, pour moi c'est plus rapide également. L'assistant de mise au point, je l'ai choisi en pictogramme haute lumière mise au point manuel, tout simplement. Je l'ai mis en blanc et en haut, dû à mon daltonisme. Donc il faut savoir que je suis daltonien, si jamais tu ne le sais pas. Et donc, choisir une couleur comme le rouge ou le jaune, si je fais des photos en nature, je ne vais pas voir la différence entre le rouge et le jaune, et le vert que tu vas retrouver en nature. Donc pour ça, je suis obligé de le mettre en blanc. Et même de façon sur la peau, en fait, si je vois une personne qui ne fût qu'un tout petit peu bronzée, je ne vais pas voir la différence entre le rouge du pictogramme et la peau du sujet. Donc c'est pour ça que je le laisse toujours en blanc, et puis en bleu également avec le ciel, c'est assez compliqué pour moi. Donc voilà. Mais il m'arrive, notamment la semaine passée où je suis parti une grosse semaine en montagne, dans la neige donc, de changer la couleur, parce que là, fatalement, blanc sur la neige, je ne le voyais pas non plus. Donc là, je suis repassé en rouge, parce que de nouveau, je me suis adapté par rapport à mon sujet. Mais la plupart du temps, il est en blanc et haut. Donc lorsque je suis en mise au point manuelle, de façon ici, donc sur la gauche, sur la tranche gauche du boîtier, tu peux choisir tes trois modes de mise au point. Autofocus simple, continu ou manuel. Lorsque je suis en manuel, ce pictogramme-là peut m'aider à choisir et à trouver, en tout cas, et à être sûr de choisir la bonne zone de mise au point. C'était compliqué comme phrase. Je pense que vous l'aurez compris. Vérification de focus, j'ai mis non, de nouveau, question de temps. Je trouve que ça rajoute encore une seconde avant le déclenchement, et des fois c'est un peu compliqué. Verrouillage, EA, spot et zone mise au point, oui. Paramètres AF instantané. Donc là, je suis toujours en focus continu. Échelle de profondeur de champ, je n'ai jamais changé depuis que j'ai reçu le boîtier. Il est en pixels, c'est très bien comme ça.
Voilà, je sais pas ce que ça change. Si tu le sais, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Priorité déclenchement autofocus, je choisis toujours la priorité à la mise au point. Je préfère une photo qui est un poil en retard mais qui est nette, plutôt qu'une photo qui est floue, dans tous les cas. Parce qu'une photo qui est floue, je vais à chaque fois la jeter, je ne vais même pas la traiter. Donc à chaque fois, priorité, c'est à la mise au point. Mode écran tactile, j'utilise souvent l'écran tactile pour faire le focus en appuyant au bon endroit. Je ne l'utilise jamais pour déclencher parce que je trouve qu'appuyer sur l'écran arrière du boîtier, ça provoque une légère vibration qui va se traduire par un flou dans l'image. Donc dans ce cas-là, je n'utilise que en autofocus. Il faut savoir que donc, je suis porteur de lunettes. Dans ce cas-là, je vise via l'écran, mais lorsque je mets des lentilles et que je vise via le viseur de l'appareil et non pas via l'écran, je vais désactiver le mode écran tactile parce que sinon je fais très souvent le focus ou le déclenchement avec le bout de mon pif. Et c'est involontaire, donc c'est rageant. Donc voilà. Cadre AF corrigé, il est non, je l'ai mis en non parce que s'il est mis en oui, il me semble, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais à chaque fois il y a un deuxième carré en fait qui va apparaître. De nouveau, on est sur la même chose, moins il y a de choses à l'écran, mieux je me porte. Voilà. Configuration prise de vue. Mode viseur pour le sport, je suis en non. Pourquoi ? Parce que le mode viseur pour le sport déjà n'est pas accessible avec mon déclenchement. Donc, je suis ici sur un déclenchement silencieux mécanique plus électronique, ce qui me permet de monter très très haut en vitesse, le électronique. Mais en plus, le mode viseur pour le sport, ça inclut un léger crop de mémoire de 1,2 ou de 1,25. Et j'aime pas le crop. Voilà. Retardateur, on en a parlé tout à l'heure, j'utilise, mais en passant par le bouton Q, non pas en passant par les menus. Sauvegarder le réglage de retardateur, j'ai mis non, tout simplement parce qu'en fait, en mettant oui, l'appareil va garder en mémoire si tu as choisi retardateur ou non. Je vous donne un exemple. Je fais cette vidéo, à la fin, je la monte, etc. J'ai besoin de faire une miniature. Donc, je vais prendre le boîtier, mettre le retardateur de 10 secondes, faire une tête débile de façon à attirer le clic sur la vidéo. C'est un peu le but de la miniature. Et, boum, j'appuie sur le déclencheur, 10 secondes après, la photo est prise. Je suis très content, j'éteins le boîtier, je prends la carte, ma miniature, etc. Demain, je ressors mon boîtier, un peu en speed, parce que je dois vite prendre une photo, et je l'allume, et au moment où je déclenche, le retardateur est toujours enregistré, et donc je dois attendre 10 secondes pour que la photo se fasse. C'est à ça que sert cette option. Sauvegarder les réglages de retardateur, je l'ai mis en non, comme ça à chaque fois que j'éteins le boîtier, le retardateur se remet à zéro. En fait, il s'efface. Tandis que si tu le mets en oui, si tu mets un retardateur maintenant, même si tu éteins ton boîtier, il va être sauvegardé. Personnellement, je trouve ça un peu ennuyant. Cliché, retardateur, intervalle, ça c'est pour faire du timelapse. J'en fais jamais. J'aimerais bien m'y remettre, parce que j'en ai fait il y a quelques temps. Donc voilà. Lissage, exposition avec intervalle, je ne sais pas stressé. Voilà, parce que je ne fais pas de timelapse non plus. Réglage, prise de vue. De nouveau, ça c'est par contre quand je fais du bracketing d'exposition, ce qui m'arrive rarement avec ce boîtier-là, ça m'arrive plus avec le XH2, mais ça permet de garder l'exposition, de choisir les modes de rafale pour faire ton bracketing. Donc ici par exemple, si je devais le paramétrer comme sur mon XH2, ce serait 5 images par 2 tiers de stop. Donc ça veut dire qu'il va prendre une image, 2 tiers de stop en plus, donc un peu plus lumineux ou un peu moins lumineux, et puis prendre 5 images avec cet écart-là, de façon à ensuite pouvoir, via Lightroom ou Photoshop, pouvoir les fusionner pour avoir une plus grande plage dynamique. En rafale, ça permet de ne pas devoir à chaque fois faire 5 photos, mais juste garder ton doigt, il fait les 5 photos. Et au niveau de la séquence, moi ce que je préfère, c'est partir de la plus sombre, donc le moins, jusqu'au plus clair. De nouveau, question de goût, il y en a qui préfèrent faire l'exposition moyenne, puis les plus clairs, puis les plus foncés. C'est la première ligne d'option ici. Moi, je préfère faire du plus sombre au plus clair. Je trouve ça plus logique. Bracketing de simulation de film, je n'en fais pas, mais ça permet, en fait, si tu veux, avec une seule rafale, d'avoir, par exemple, 3 photos qui vont suivre avec 3 simulations de films différentes. Et tu peux les choisir ici, donc standard, Velvia et Sepia, c'est ce qu'ils te proposent de base. Mais tu pourrais choisir noir et blanc, classique chrome et Eterna, pourquoi pas. Réglage de bracketing de mise au point, ça permet de faire du bracketing de mise au point qui s'appelle donc du stack focus, non, du focus stacking, voilà. Je n'en fais pas avec le X100V, pour moi c'est quelque chose que je vais faire en macro, plus avec un boîtier dédié, comme ici le XH2, et le 30 mm macro que je vais bientôt tester sur la chaîne, mais ici voilà, avec le X100V je peux en avoir besoin. Contrôle d'exposition multiple, pareil, j'utilise pas, donc j'ai toujours laissé comme il était de base. Type de déclencheur, je vais utiliser toujours le mécanique plus électronique. Pourquoi ? L'électronique tout seul, ça m'ennuie un petit peu, parce que ça déforme l'image.
ça va rajouter, lorsque tu vas faire défiler, ça va déformer un petit peu l'image. Donc je préfère toujours le déclencheur mécanique. Mais le déclencheur mécanique, il est limité à un 4 millième, si je dis pas de bêtises. Voilà, vitesse déclenchement maximum 1 4 millième de seconde. Ça m'arrive rarement d'avoir besoin de plus, mais lorsque je suis en pleine journée, en extérieur, que je suis à F2, si je suis limité à un 4 millième, ben je suis obligé de fermer l'ouverture. C'est le seul moyen que j'ai de récupérer un peu de lumière. Donc ici, en me mettant en mécanique plus électronique, ça veut dire que jusqu'à 1 4 millième, je suis en mécanique. Ça veut dire dans 9 cas sur 10, si pas plus. Mais si jamais j'ai besoin de monter encore la vitesse, de monter à, pourquoi pas, 1,32 millième, c'est la vitesse maximale en électronique, eh bien, il me le propose. Donc c'est pour ça que je suis toujours en ME, mécanique, plus électronique, donc mécanique jusqu'à 1,4 millième, et puis l'électronique qui vient s'ajouter après. Réduction du scintillement, j'ai mis non. Paramètres auto-ISO, j'utilise assez souvent, mine de rien, parce que, de nouveau, je pense que je l'ai dit en début de vidéo, mais j'aime beaucoup la montée en ISO du X100V, je trouve que ça rajoute un grain qui est beau. C'est toujours mieux sans, mais je trouve que quand le grain est présent, ça rajoute encore un truc. Et là, j'ai gardé tout simplement l'automatique 3 de base, qui est sensibilité par défaut 160, la plus basse, sensibilité maximale 3200, j'ai rarement besoin d'aller au-dessus, et vitesse obturation minimale 1 60e, il y a des gens qui descendent en dessous, mais voilà, moi je provoque à chaque fois un léger flou, vu que j'ai un peu la tremblote, donc 1 60e c'est vraiment mon minimum pour être sûr d'être bien net et que mon boîtier ne tremble pas trop, donc voilà, c'est pour ça que je reste à 1 60e. Objectif de conversion, j'en utilise pas. Filtre ND, je l'active avec le petit bouton qui est là devant, donc j'ai pas besoin de passer par les menus. Réglage, fonction flash, on passe maintenant en 4e page. Je vous l'ai dit, c'est compliqué pour moi, j'aime bien, enfin j'essaye en tout cas de l'utiliser, mais je suis pas un amoureux du flash, donc ça va aller très très vite. En général, quand je vais l'activer en manuel et 1/64e. Je trouve que ça débouche, ça ajoute l'effet du flash sans être trop présent non plus. C'est pour ça qu'il est mis comme ça de base, mais je dois bien vous avouer qu'en fait, j'utilise quasiment jamais. Donc, si vous voulez bien, configuration du flash, on va passer ce menu-là. Pareil pour la vidéo, je ne fais pas de vidéo avec le X100V. Voilà, autant pour moi, l'enregistrement venait de s'arrêter. Donc au niveau des menus configuration du film, je ne vais pas en utiliser énormément parce que le boîtier n'a pas de capteur stabilisé. Et donc vu que je tremble, ce que je viens de vous dire juste avant, il me semble, les résultats sont vraiment pas fous. Si dans un futur, Fujifilm sort un X100 Mark VI, du coup, peut-être qu'il l'appellerait avec V1, bref, 6 en chiffre romain, avec un capteur stabilisé, je ferai sans doute de la vidéo avec, mais ici c'est un peu plus compliqué pour moi. Et puis c'est mon appareil photo un peu plaisir. J'aime bien juste faire des photos avec sans me prendre la tête. Et pour moi, la vidéo n'est pas une prise de tête, mais la vidéo est une réflexion en plus qui n'a pas sa place dans ma perception du X100V. Donc je fais pas de vidéo avec, tout simplement. En paramétrage, et du coup, on va terminer là-dessus. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à vous dire là-dedans. J'ai pas de menu personnalisé, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai essayé d'avoir un boîtier assez minimaliste avec toutes les options qui sont sur le boîtier en lui-même, sur les boutons personnalisables et non pas à chaque fois dans le menu. Donc en fait, ce que je viens de faire là maintenant, d'aller dans le menu et de décortiquer page par page, j'y vais quasiment jamais. Parce que dès que j'ai besoin du retardateur, je vais sur le bouton Q. Dès que j'ai besoin de changer les détections de visage, de l'activer ou non, pareil, c'est au même endroit. Quand j'ai besoin du filtre ND, ça va être sur la molette à l'avant que je vais maintenir pendant 2 secondes. Pareil pour l'enlever. Pour les ISO, ça va se passer sur la molette avant, la vitesse sur la molette arrière. Bref, je vais très rarement dans les menus. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de menu personnalisé, qui est le dernier tout en bas, que vous voyez grisé, MY, My Menu, tout simplement. Je ne l'ai pas fait. J'ai encore réfléchi tout à l'heure avant de faire cette vidéo. J'y vois pas énormément de sens en fait. Pour le reste, oui, bip volume, volume appareil, volume déclenchement, j'ai mis en non, de façon à être totalement discret. Il n'y a aucun bruit lorsque je prends une photo. Si ça vous intéresse, son déclencheur, je suis en 2. Voilà, on s'en fiche un peu. Ce serait marrant de pouvoir ajouter des sons, de façon à pouvoir choisir le son que tu veux pour un déclenchement. Mais ça deviendra un peu kitsch, bref. Réglage View Mode, je suis en sensor tous les deux, donc dès que je passe ma main à côté du sensor en français, à côté du lecteur, je veux dire à côté bref, à côté du viseur, du coup l'image passe dans le viseur et non plus dans l'écran. Luminosité, je vous l'ai dit à chaque fois, je suis à plus 5, je trouve ça beaucoup plus lumineux, beaucoup plus confortable pour moi. Auto-rotation écran, oui, donc si je passe en vertical,
Vous voyez également que toutes les options passent en vertical. Regardez le bandeau en dessous, donc avec 1 centième, F2, ISO 1000. Si je passe en paysage, ils vont se remettre également en paysage, ils vont à chaque fois s'adapter. Je trouve ça très 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 pratique. Une chose que je ne trouve pas pratique, c'est que dès que tu quittes les menus, il faut à chaque fois retourner là où tu étais parce qu'il n'y a pas d'enregistrement à ce niveau-là. Bref. Donc j'étais juste ici, voilà. Vue en direct naturel, non. Guide cadrage, je laisse la règle des tiers. Réglage rotation automatique, oui, on vient d'en parler. Unité de distance de mise au point, les mètres. On est en Europe, je suis en Belgique, on parle pas en pied. Affichage de l'image plein. Affichage de réglage perso. Donc il faut savoir que j'ai choisi le guide de cadrage, le cadre de focus, le témoin de distance, si jamais je suis en focus manuel. Ça me permet également d'avoir une petite idée, je trouve ça assez pratique mine de rien. L'histogramme bien évidemment, le mode de prise de vue, comme ça je sais si je suis en rafale, en bracketing ou en photo simple, l'ouverture, vitesse et ISO forcément, compensation d'exposition, mode d'autofocus, photométrie, type de déclencheur, flash, mais la plupart du temps il est désactivé. Toutes celles-ci sont activées également, prise de vue, mode tactile, balance des blancs, etc. Et en dernier, quasiment tout, sauf le contour d'encadrement qui va rajouter encore une info qui, à mon sens, est inutile, en tout cas dans les réglages perso. Mode grand indicateur, que ce soit dans le viseur ou sur l'écran, j'ai mis en non. Réglage, affichage de grand indicateur, mais du coup je m'en sers pas vu qu'ils sont désactivés. Affichage de contraste, je l'ai mis en standard. Je pourrais tester peut-être en contraste élevé, soit. Et en rouge, je trouve ça assez beau sur une montre, notamment sur la nouvelle Apple Watch. Mais sur un boîtier, je trouve ça moche, donc je le laisse en standard, tout simplement. Réglage, levier, focus, oui. Menu rapide, vous l'avez vu tout à l'heure, donc il est à 8 fentes, mais j'hésite grandement en fait à le mettre à 4 parce que j'ai pas besoin de 8 emplacements. Arrière-plan du menu en noir, bref, tout ça, ça devient un peu de l'esthétique. Réglage fonction, on va les repasser entre nous. Donc FN1, qui est le bouton à droite du déclencheur, il est là pour choisir les 7 réglages perso, donc chez moi, les 7 recettes de simulation de film. FN2 est là pour choisir, donc c'est le bouton qui est juste devant. Le bouton et pas le levier. Il est bien là pour choisir, pour afficher en tout cas, le niveau. J'ai 4 fonctions tactiles sur l'écran, mais je m'en sers pas. Voilà, tout simplement. À l'arrière, j'ai laissé le AF on sur le AEL, AFL. Lorsque je visionne une photo et que j'appuie sur la molette arrière, ça vient faire un zoom dedans. Mais lorsque je visionne pas, voilà. Sur le sélecteur, j'ai mis donc le filtre ND comme on en a parlé tout à l'heure. Et sur le bouton Q, j'ai laissé le bouton Q, le menu rapide. Tout simplement. Paramètres de molette commande, devant j'ai laissé donc le F, la compensation d'exposition et l'ISO, mais en fait je laisse toujours en ISO. Donc je pourrais très bien, je sais pas si c'est possible, mettre ISO à chaque fois. Voilà, pouf. Parce que je n'utilise que le ISO. Et à l'arrière, du coup, la vitesse, de façon à pouvoir changer légèrement, varier légèrement la vitesse indiquée sur le barillet au-dessus. Obturateur AF, oui. Obturateur AE, oui. Prise de vue sans carte, oui. Même si en fait je devrais le mettre sur non, comme ça, ça me permettrait de ne jamais avoir oublié ma carte lorsque je déclenche. Voilà. Bac de mise au point, on a gardé le même sens. Réglage bac de contrôle, il est là pour choisir donc l'option de la bac de zoom. Pendant tout un temps, j'avais utilisé le convertisseur télé numérique, ce qui me permettait de changer, de cropper dans l'image et d'émuler différentes focales. À savoir que de base, donc c'est un 35 mm, tu peux émuler un 50 et un 70 ou 75 mm. Mais en fait, je m'en sers pas. Donc je l'ai enlevé tout simplement, parce que des fois, je le changeais sans faire attention, et je remarquais pas forcément qu'il était en 50 ou en 75 mm, et donc lorsque je cadrais, j'étais un peu perdu. D'autant plus que c'est un réel crop dans l'image, donc autant faire le crop en post-production plutôt que de le faire directement dans le boîtier. Pour les restes, voilà, il n'y a plus grand chose d'intéressant, performance, mode boost, etc. C'est vraiment des choses, je veux dire, on s'en fiche un petit peu, quoi. Ok ? N'oubliez jamais dans votre boîtier de mettre, pour l'auteur et pour le copyright, de mettre votre nom. À savoir que quand un boîtier est volé, ça permet d'avoir une preuve que ce boîtier était bien à vous. Lorsque vous retrouvez ce boîtier, lorsque vous avez la chance de le retrouver. Et puis même lorsque vous êtes plusieurs utilisateurs avec les mêmes boîtiers sur la table, ça permet d'avoir directement une vue sur quel boîtier appartient à quelle personne. Voilà. Pour le reste, ce sont les réglages de Bluetooth, etc. Ça n'a aucune espèce d'intérêt.
40 minutes quand même, hein, à peu de choses près. Un tout grand merci si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez trouvé utile ou non. C'est la première fois que je fais une vidéo à ce point détaillée sur les menus de mon appareil photo. Donc vraiment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre. Si jamais vous êtes intéressé par acheter le Fujifilm X100V en noir ou en argent, mais bon, en noir c'est quand même plus beau, je vous mets des liens d'affiliation dans la description. Merci à celles et ceux qui passeront par là. Et nous on se retrouve, j'espère rapidement, pour une nouvelle vidéo. Je dis j'espère parce que ça va être le test du 30 mm macro et le shoot que je vais faire avec va être cool. Bref, on se voit très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao.